Il est impossible d'expliquer à des béotiens ce qu'est l'art. Ils ne pourraient, dans leur expérience vivante, faire intervenir la compréhension intellectuelle. Le principe de réalité est en eux tellement survalorisé qu'il interdit tout simplement l'attitude esthétique. Aiguillonné par l'approbation culturelle de l'art, le béotisme se change fréquemment en agression, et celle-ci, manifestement, pousse la conscience universelle actuelle vers un Kunstung de l'art. Celui qui n'a pas, comme on le prétend, l'oreille musicale, qui ne comprend pas le langage de la musique, n'y perçoit que Galimatia, et se demande ce que ces bruits peuvent bien signifier, peut se rendre compte d'une manière élémentaire du caractère énigmatique. La différence entre ce qu'il entend et ce qu'entend l'initié circonscrit le caractère. Mais la nature énigmatique ne s'applique absolument pas seulement à la musique, dont le caractère non conceptuel rend compte d'une manière presque trop sensible. Le tableau ou le poème regarde tous ceux qui ne décalquent pas en quelque sorte l'œuvre selon sa discipline, avec les mêmes yeux vides que porte la musique sur le béotien. Ce regard vide et interrogateur doit précisément être considéré comme relevant de l'expérience et de l'interprétation des œuvres, si celles-ci ne veulent pas se dévoyer. Ne pas voir le fossé offre une piètre protection. Quoi que fasse la conscience pour se garder de tomber dans l'erreur, cela constitue le potentiel de sa destinée. À des questions telles que pourquoi imite-t-on telle chose, ou bien pourquoi raconter comme si c'était vrai alors que ce n'est pas le cas, il ne fait que déformer la réalité. Il n'existe aucune réponse qui puisse convaincre celui qui pose de telles questions. Devant le pourquoi tout cela, devant le reproche de leur réelle inutilité, les œuvres d'art restent irrémédiablement muettes. Si l'on objectait qu'un récit fictif est bien plus susceptible d'atteindre l'essence sociale que quelque chose de fidèle et de protocolaire, on répliquerait que c'est précisément là l'affaire de la théorie, sans qu'on ait pour cela besoin de fiction. En fait, cette manifestation du caractère énigmatique en tant que perplexité vis-à-vis de maintes questions fausses dans leurs principes se subsume à un fait plus important. La question du prétendu sens de la vie est une tromperie. On confond aisément l'embarras que suggèrent de telles questions avec l'irréversibilité. Leur niveau d'abstraction est tellement éloigné de ce qui est subsumé sans résistance que l'objet de la question s'évanouit. Le caractère énigmatique de l'art n'est pas le même suivant que l'on comprend ses œuvres, c'est-à-dire objectivement, qu'on les fait pour ainsi dire naître à partir de leur expérience interne, ou qu'on fasse comme l'indique la terminologie musicale, pour qui interpréter un morceau signifie le jouer conformément au sens. Même la compréhension est, en regard du caractère énigmatique, une catégorie problématique. Celui qui comprend les œuvres d'art par l'immanence de la conscience en elle ne les comprend pas véritablement. Plus s'accroît la compréhension, plus le sentiment d'insuffisance augmente, aveuglément inscrit dans le sortilège de l'art auquel s'oppose son contenu de vérité. Celui qui s'abstrait de l'œuvre, ou qui n'était pas du tout en elle, et constate d'une manière hostile le caractère énigmatique, disparaît de façon trompeuse dans l'expérience artistique. Mieux une œuvre est comprise, plus elle se révèle alors selon une de ses dimensions, et son élément énigmatique constitutif apparaît moins. Il ne réapparaît de manière éclatante que dans l'expérience de l'art la plus profonde. Si une œuvre se révèle totalement, on atteint alors sa structure interrogative et la réflexion devient obligatoire. Puis l'œuvre s'éloigne pour finalement assaillir à nouveau celui qui se croyait assuré du fait par le qu'est-ce. On peut cependant reconnaître le caractère énigmatique là où il manque. Les œuvres qui se présentent sans résidu au regard et à la pensée ne sont pas des œuvres d'art. L'énigme n'a donc rien à voir avec un mot passe-partout, comme l'est le plus souvent le terme problème, qui ne devrait être employé en esthétique qu'au sens strict de problème posé par la constitution immanente des œuvres. Celles-ci n'en sont pas moins strictement des énigmes. Elles contiennent potentiellement la solution. Celle-ci n'est pas posée objectivement. Toute œuvre est un rébut, seulement en ce qu'elle s'en tient au niveau du leurre, de la déroute rétablie, de celui qui les regarde. Le rébut répète sous forme de jeu ce que les œuvres d'art réalisent avec sérieux. Elle lui ressemble par le fait que ce qu'elles contiennent de caché, comme la lettre de Poe, apparaît et disparaît dans son apparition même. Le langage, dans sa description pré-philosophique de l'expérience artistique, exprime fort justement comme tel comprend quelque chose en art, mais non qu'il comprend l'art. S'il connaît en art, signifie à la fois compréhension adéquate de l'art et incompréhension bornée de l'énigme, attitude neutre vis-à-vis de ce qui est caché. Celui qui se contente de comprendre quelque chose à l'art en fait quelque chose qui va de soi, ce qui n'est aucunement. Celui qui cherche à s'approcher d'un arc-en-ciel le voit s'évanouir devant lui.
L'exemple typique de cela, c'est celui avant tous les autres arts de la musique, laquelle est à la fois tout entière énigme et chose très évidente. Il n'y a pas à résoudre l'énigme, il s'agit seulement de déchiffrer sa structure, et c'est précisément là le fait de la philosophie de l'art. Ne comprendrait la musique que celui qui l'écouterait, aussi étranger que quelqu'un qui ne connaît rien à elle, et aussi familier que les Siegfried avec le langage des oiseaux. Toutefois, la compréhension n'anéantit pas le caractère énigmatique. Même l'œuvre correctement interprétée aimerait à être davantage comprise, comme si elle attendait le mot de résolution devant lequel s'évanouirait son obscurité constitutive. L'imagination des œuvres d'art est le succédané le plus parfait et le plus trompeur de la compréhension. Il constitue également un pas vers elle. Celui qui, sans qu'elle retentisse, se représente adéquatement la musique, a avec elle ce contact qui réalise le climat de la compréhension. Celle-ci, dans son sens le plus haut, résolution du caractère énigmatique, qui en même temps le maintient, est lié à la spiritualisation de l'art et à l'expérience artistique dont le premier médium est l'imagination. La spiritualisation de l'art n'atteint pas immédiatement son caractère énigmatique grâce à l'explication conceptuelle, mais au contraire en concrétisant ce caractère. Résoudre l'énigme revient à dénoncer la raison de son caractère insoluble, le regard avec lequel les œuvres considèrent le contemplateur. L'exigence des œuvres d'art à vouloir être comprises de telle sorte qu'on puisse saisir leur contenu est liée à leur expérience spécifique. Mais cette exigence ne peut être réalisée que par une théorie qui réfléchit cette expérience. Ce à quoi renvoie le caractère énigmatique des œuvres d'art ne peut être pensé que médiatement. L'objection contre la phénoménologie de l'art, comme contre la phénoménologie qui s'imagine atteindre directement l'essence, tient moins au fait que cette phénoménologie est anti-empirique qu'au fait qu'elle arrête l'expérience pensante. Rien de non métamorphosé. Le caractère d'inintelligibilité que l'on reproche violemment aux œuvres d'art hermétique et l'aveu du caractère énigmatique de tout art participe à cette violence, le fait que de telles œuvres ébranlent également l'intelligibilité des œuvres traditionnelles elles-mêmes. Généralement, celles qui sont comprises et approuvées par la tradition et l'opinion publique se retirent sous leur couche galvanisée et deviennent totalement incompréhensibles. Celles qui sont manifestement incompréhensibles et qui soulignent leur caractère énigmatique sont potentiellement encore les plus compréhensibles. Le concept fait encore défaut à l'art au sens strict, là où cet art emploie des concepts et s'adapte à la façade, à la compréhension. Aucun de ces concepts ne s'introduit dans l'œuvre d'art tel qu'il est. Il se modifie au point que sa propre portée peut être affectée, sa signification complètement modifiée. Dans les poèmes de Träkel, le mot sonate reçoit une signification qui ne le convient que là, dans sa résonance et les associations forgées par le poème. Si l'on voulait, sous les tonalités diffuses suggérées, se représenter une sonate particulière, on manquerait ce que veut le mot dans le poème, tout comme serait au plus haut point l'inadéquate l'évocation de l'image d'une telle sonate et de sa forme. Le terme sonate est pourtant légitime, car il se forme à partir des extraits, des lambeaux de sonate, et le nom lui-même évoque la tonalité pensée et suscitée dans l'ouvrage. Le terme sonate concerne des œuvres en soi hautement articulées, dont les thèmes et les motifs sont travaillés, et dont l'unité est faite d'une diversité d'éléments nettement distincts, avec développement et reprise. La phrase « ce sont des chambres remplies d'accords et de sonates » ne veut guère dire plus. Cependant, elle traduit le sentiment puéril à énoncer le mot. Elle a plus à faire avec le titre erroné de sonate clair de lune qu'avec la composition, et pourtant elle n'est pas due au hasard. Sans les sonates que jouait la sœur de Träkel, il n'y aurait pas eu les sons isolés dans lesquels la mélancolie du poète cherche refuge. Même les paroles les plus simples que le poème emprunte au discours communicatif ont quelque chose de semblable. À partir de cela, la critique brechtienne d'un art autonome qui répéterait simplement ce qu'est une chose tombe à côté. Même la copule est, omniprésente chez Träkel, devient dans l'œuvre d'art étrangère à son sens abstrait. Elle n'exprime pas le jugement existentiel, mais au contraire une copie qualitativement métamorphosée, effacée jusqu'à la négation. Le fait que quelque chose soit, et en cela quelque chose de plus et de moins, et contient le fait que cela n'est pas. Là où, dans le poème, Brecht et Carlos Williams sabotent le poétique et l'assimilent à un compte rendu de la simple réalité empirique. Ce poétique ne se réduit aucunement à un rapport de cette sorte, en refusant avec dédain, et pour des raisons polémiques, le ton noble et lyrique. Le discours empirique, lors de son transfert dans le monade esthétique, admet, par contraste avec celle-ci, quelque chose de dissemblable.
L'aspect non lyrique de la tonalité et la distanciation des faits captés sont deux aspects d'un même état de choses. Dans l'œuvre d'art, la métamorphose atteint également le jugement. Les œuvres d'art sont semblables à celui-ci en tant que synthèse. Celle-ci cependant est en elle sans jugement. Aucune œuvre ne révèle ce qu'elle juge. Aucune n'est ce qu'on appelle un message. On peut alors se demander si les œuvres d'art peuvent vraiment être engagées, même dans le cas où elles font ressortir leur engagement. On ne peut pas porter de jugement sur ce pourquoi elles sont liées, sur ce dont elles tirent leur unité, pas même sur ce qu'elles expriment dans leurs paroles et leurs propositions. Il existe de Maurice un petit verset sur la souricière. Si l'on s'interrogeait sur son contenu discursif, on ne ferait apparaître autre chose que l'identification sadique avec ce que l'usage civilisé fait des animaux bannis, considérés comme des parasites. La souricière. L'enfant tourne 3 fois autour du piège et dit « Petite hôte, petite maison, chère petite souris, montre-toi un peu si tu es audacieuse. Cette nuit au clair de lune, mais ferme doucement la porte derrière toi, entends-tu? Prends garde en outre à ta petite queue. Après le repas, nous chanterons, après le repas, nous sauterons et danserons. Allons, allons, mon vieux chat dansera certainement avec nous. » Énigme, écriture, interprétation. Le sarcasme de l'enfant dans mon vieux chat dansera certainement avec nous, si cela peut vraiment être du sarcasme et non l'image involontairement amicale d'une danse réunissant l'enfant, le chat et la souris, les deux animaux dressés sur leurs pattes, cesse une fois absorbé par le poème d'être son dernier mot. Réduire le poème au sarcasme, c'est ne voir ni le poétiser, ni le contenu social, le réflexe sans jugement du langage envers un rite abominable exercé socialement, dépasse celui-ci tout en se subordonnant à lui. Le geste qu'il indique, comme si rien d'autre n'était possible, dénonce telle qu'elle est et par l'évidence et l'éminence sans faille du rite et le condamne. C'est en s'abstenant de juger que juge l'art. C'est la défense d'un grand naturalisme. La forme qui soumet les vers à l'écho d'une sentence mythique dépasse leur sens. L'écho réconcilie. Ces processus internes aux œuvres d'art en font quelque chose de véritablement infini en soi. Ce n'est pas le fait qu'elles seraient sans signification qui les distingue du langage signifiant, mais que, modifiées par absorption, elles sombrent dans l'accidentel. Les mouvements par lesquels ce phénomène se produit sont concrètement préfigurés par toute œuvre esthétique. Les œuvres d'art partagent avec les énigmes l'ambiguïté du déterminé et de l'indéterminé. Elles sont des points d'interrogation, et même leur synthèse n'est pas univoque. Leur figure est toutefois tellement précise qu'elle prescrit la transition là où l'œuvre d'art s'interrompt. Comme dans les énigmes, la réponse est tue et contrainte par la structure. La logique immanente et l'aspect légal de l'œuvre sert précisément à cela et constitue la théodicée du concept de finalité dans l'art. La finalité de l'œuvre d'art est la détermination de l'indéterminé. Les œuvres sont finales en soi, sans but positif par-delà leur complexion, mais leur caractère de finalité se légitime comme figure de la réponse à l'énigme. Par l'organisation, les œuvres deviennent plus qu'elles ne sont. C'est surtout dans des débats récents sur les arts plastiques que le concept d'écriture a pris de l'importance, discussion soulevée par des lettres de Klee évoquant des gribouillages. Cette catégorie du modernisme jette une lumière sur le passé. Toutes les œuvres d'art sont une écriture, pas seulement celles qui se présentent comme telles. Elles sont même hiéroglyphiques. Leur code a été perdu et ce qui leur confère un contenu est l'absence de ce code. Les œuvres d'art ne sont langage qu'en tant qu'écriture. Si aucune n'est jamais jugement, toutes renferment en elles des moments qui ont leur origine dans le jugement, exact, inexact, vrai, faux. Mais la réponse scellée, déterminée des œuvres d'art ne se révèle pas d'un seul coup à l'interprétation comme une nouvelle immédiateté, mais au contraire uniquement à travers toutes les médiations, celle de la rigueur des œuvres, de la pensée, de la philosophie. Le caractère énigmatique survit à l'interprétation qui obtient la réponse. Si le caractère énigmatique des œuvres d'art n'est pas localisé dans ce qu'on apprend d'elles, dans la compréhension esthétique, s'il n'apparaît que dans la distance et l'expérience qui s'absorbe dans les œuvres, et est récompensé par de l'évidence, fait partie elle-même de l'énigmatique. Le fait que tout ce qui est englouti et plurivoque apparaisse comme univoque et puisse être compris comme tel. Car, comme le décrit Kant, l'expérience immanente des œuvres d'art, quel que soit son point de départ, est effectivement nécessaire, transparente jusque dans ses ramifications les plus sublimes. Le musicien qui comprend sa partition en suit les plus fines nuances, ne sait pourtant pas, à un certain sens, que ce qu'il joue. Il en va de même pour l'acteur, et c'est précisément en cela que le pouvoir mimétique
se manifeste de la manière la plus frappante dans la praxis de la représentation artistique, comme imitation des courbes de mouvement du représenté. L'expérience immanente représente la compréhension en deçà du caractère énigmatique. Cependant, dès qu'elle s'affaiblit un tant soit peu, les œuvres d'art présentent leur énigme comme une caricature. L'expérience des œuvres d'art est constamment menacée par le caractère énigmatique. Celui-ci a-t-il entièrement disparu dans l'expérience? Celle-ci pense-t-elle avoir perçu entièrement la chose que l'énigme soudain rouvre les yeux? Ainsi se conserve le sérieux des œuvres d'art figées dans les sculptures archaïques et dans l'art traditionnel par son langage habituel, pour se renforcer jusqu'à l'aliénation totale.